Bienvenue sur Puissants livres oubliés. Aujourd'hui, nous explorons Passé et présent de Thomas Carlyle. Une œuvre puissante qui confronte deux époques pour révéler une vérité intemporelle. Une société ne décline pas par manque de richesse, mais par perte de sens et de devoir. À travers une critique profonde de l'Angleterre industrielle, Carlyle oppose la discipline morale du passé au désordre moderne. Ce livre n'est pas une simple analyse historique, c'est un appel à la responsabilité, au leadership et à la reconstruction intérieure. Introduction. Publié en 1843, Passé et présent de Thomas Carlyle s'inscrit dans une période de bouleversement profond en Angleterre. La révolution industrielle a transformé les villes, mécanisé le travail et enrichi une nouvelle classe économique, mais elle a aussi produit une fracture sociale inquiétante. Les campagnes se vident, les ouvriers s'entassent dans des conditions précaires, et le progrès matériel avance plus vite que le progrès moral. L'Angleterre devient puissante, mais instable. Derrière les usines et la croissance, une crise silencieuse s'installe. Perte de repères, tension sociale, misère spirituelle. C'est dans ce contexte que Carlyle écrit, non pas comme un simple observateur des faits, mais comme un penseur inquiet du destin moral de son époque. Carlyle ne se contente pas d'analyser l'économie ou les événements politiques. Il ne cherche pas à produire une étude froide des transformations industrielles. Son regard est plus profond. Il considère que la véritable crise n'est pas matérielle, mais intérieure. Selon lui, la société moderne souffre d'un vide moral. Le travail est devenu mécanique, les relations humaines utilitaires, et l'argent s'impose comme mesure suprême de valeur. L'homme n'est plus guidé par le devoir, mais par l'intérêt. Il ne sert plus une mission, il poursuit un gain. Carlyle agit donc comme un critique moral, presque comme un prophète, dénonçant une civilisation qui progresse extérieurement tout en s'appauvrissant intérieurement. Pour comprendre son message, il faut saisir que son opposition entre passé et présent n'est pas une nostalgie naïve. Il ne cherche pas à retourner au Moyen-Âge par romantisme. Il utilise le passé comme miroir. À travers l'exemple des communautés médiévales, il met en lumière une époque où le travail était intégré à un ordre moral, où l'autorité reposait sur la responsabilité et où le devoir structurait la société. En comparant cette cohérence passée au désordre moderne, il veut montrer que le chaos contemporain ne provient pas du progrès technique, mais d'une perte de sens. Quand une civilisation ne sait plus pourquoi elle travaille, pourquoi elle dirige ou pourquoi elle obéit, elle se fragilise. Le message central de l'ouvrage est donc clair. Une société ne s'effondre pas d'abord par manque de richesse, mais par affaiblissement de son fondement moral. Lorsque l'argent remplace le devoir, lorsque la quantité remplace la qualité, lorsque la rapidité remplace la profondeur, le déséquilibre devient inévitable. Carlyle appelle à une reconstruction intérieure avant toute réforme extérieure. Pour lui, le véritable progrès n'est pas industriel, mais moral. Sans caractère, sans responsabilité et sans vision, aucune nation ne peut demeurer stable, aussi puissante soit-elle. Leçon 1. Le passé comme miroir moral. Dans Passé et présent, Thomas Carlyle ne convoque pas le passé pour flatter une nostalgie romantique ou pour idéaliser des siècles révolus. Il s'en sert comme d'un miroir moral, capable de révéler les fissures invisibles du monde moderne. Pour lui, regarder en arrière n'est pas fuir le présent, c'est chercher une mesure, un étalon, une référence stable face au tumulte contemporain. Une société qui refuse d'examiner son passé
se prive d'un instrument essentiel de compréhension. Elle avance sans repère, fascinée par sa propre vitesse, incapable de juger si le progrès qu'elle célèbre est véritablement un progrès ou simplement une accélération vers le vide. Carlyle affirme implicitement que l'histoire est un tribunal silencieux. Elle ne condamne pas par des mots, mais par des comparaisons. Pourquoi le passé ne doit-il pas être confondu avec la nostalgie? Parce que la nostalgie embellit, alors que la référence est claire. La nostalgie sélectionne ce qui rassure et oublie ce qui dérange. Elle est émotionnelle. La référence, elle, est structurante. Elle permet d'évaluer. Carlyle ne nie pas les imperfections du Moyen Âge. Il ne prétend pas que cette époque était exempte de violence ou d'injustice. Mais il soutient qu'elle possédait une cohérence morale que le monde industriel a perdue. Ce qui l'intéresse n'est pas la forme extérieure des institutions anciennes, mais leur esprit intérieur. Il cherche à comprendre comment une société pouvait maintenir un sentiment d'ordre, de devoir et de responsabilité partagée. En observant cette cohérence passée, il révèle l'incohérence présente. L'ordre médiéval, tel qu'il l'interprète, reposait sur une hiérarchie assumée et comprise. Chaque individu occupait une place définie dans une structure globale perçue comme signifiante. Le travail n'était pas seulement un moyen de subsistance, il participait à un ordre supérieur. L'autorité n'était pas simplement administrative, elle portait une dimension morale. Le dirigeant avait une mission et le subordonné un devoir. Cette organisation n'était pas parfaite, mais elle possédait une orientation. Elle savait vers quoi elle tendait. En comparaison, le monde moderne, dominé par l'industrie et le marché, semble à Carlyle désorienté. Les fonctions subsistent, mais le sens se dissout. Les hiérarchies existent toujours, mais elles sont fondées sur la richesse plutôt que sur la vertu ou la compétence morale. Le pouvoir change de nature. Le désordre moderne ne se manifeste pas uniquement par des conflits visibles. Il s'exprime surtout par une confusion intérieure. Quand l'argent devient la mesure universelle, il remplace progressivement les anciens critères de valeur. Le mérite moral cède la place à la réussite matérielle. Le devoir se transforme en contrat. La responsabilité devient optionnelle. Dans ce contexte, les individus ne se perçoivent plus comme membres d'un organisme vivant, mais comme concurrents isolés. L'unité se fragmente. Carlyle voit dans cette évolution une perte dangereuse. Une société peut survivre aux crises économiques, mais elle ne survit pas longtemps à l'érosion de ses fondements moraux. Les valeurs perdues qu'il évoque implicitement sont au nombre de 3, le devoir, la hiérarchie légitime et la responsabilité personnelle. Le devoir signifie agir parce que c'est juste, non parce que c'est rentable. Il implique une discipline intérieure qui dépasse l'intérêt immédiat. Dans l'ordre médiéval, cette notion structurait la vie collective. Le chevalier, le moine, l'artisan avaient une conscience aiguë de leurs fonctions. Leur identité était liée à leur mission. Aujourd'hui, observe Carlyle, l'identité tend à se réduire à la position économique. On demande moins ce que l'on doit faire que ce que l'on peut obtenir. Cette inversion modifie profondément le caractère social. La hiérarchie, quant à elle, n'est pas pour Carlyle une oppression arbitraire, mais une reconnaissance des différences naturelles de capacité et de responsabilité. Une société ordonnée admet que certains dirigent parce qu'ils sont capables de porter une charge plus lourde. Elle accepte que l'autorité soit liée à la compétence morale. Le monde moderne, en glorifiant l'égalité abstraite,
risque de nier ces distinctions réelles. Lorsque toute hiérarchie est suspectée d'injustice, l'autorité perd sa légitimité. Il en résulte soit un nivellement par le bas, soit une domination déguisée par des forces économiques anonymes. Dans les deux cas, l'ordre devient fragile. La responsabilité personnelle constitue le troisième pilier. Dans une structure cohérente, chacun répond de ses actes. Il ne se réfugie pas derrière des mécanismes impersonnels. Le paysan, l'artisan ou le chef religieux savaient qu'ils avaient un rôle à remplir et qu'ils seraient jugés selon leur fidélité à ce rôle. Dans le monde industriel, la complexité des systèmes dilue cette responsabilité. On obéit à des processus, à des marchés, à des statistiques. L'individu peut se sentir insignifiant, interchangeable. Cette sensation nourrit le ressentiment et le cynisme. Carlyle redoute cette dérive, car une société de personnes déresponsabilisées devient vulnérable aux crises. L'histoire, pour lui, ne doit donc pas être réduite à un divertissement intellectuel. Elle n'est pas un catalogue d'anecdotes ou un décor pour érudits. Elle est une école. Elle enseigne par contraste. Elle montre que certaines structures ont permis la stabilité, tandis que d'autres ont conduit au chaos. En étudiant le passé, on découvre des principes durables. Le travail digne, l'autorité responsable, la discipline intérieure ne sont pas des reliques archaïques. Ce sont des fondations intemporelles. Les ignorer sous prétexte de modernité revient à construire sur du sable. Il est tentant, dans un monde fasciné par la nouveauté, de considérer l'ancien comme dépassé. Pourtant, toute innovation repose sur des bases préexistantes. Sans mémoire, il n'y a pas de continuité. Sans continuité, il n'y a pas d'identité. Carlyle insiste implicitement sur cette dimension. Une nation qui méprise son héritage moral s'expose à l'instabilité. Elle peut produire des richesses, mais elle peine à produire du sens. Or, le sens est ce qui maintient la cohésion collective. Il donne une direction commune. Le contraste entre ordre médiéval et désordre moderne ne signifie pas que le progrès soit une erreur. Carlyle ne condamne pas la technologie en elle-même. Il critique l'oubli des principes. Le progrès matériel sans progrès moral crée un déséquilibre. C'est comme renforcer la puissance d'un navire sans vérifier la solidité de sa coque. Plus la société devient complexe et puissante, plus elle a besoin d'un centre moral stable. Le passé rappelle que cette stabilité ne naît pas spontanément. Elle se cultive. En regardant l'histoire comme enseignement, on comprend que chaque époque affronte des défis spécifiques, mais que les réponses fondamentales restent liées au caractère humain. Le courage, la loyauté, la responsabilité ne perdent pas leur valeur avec le temps. Ce sont des constantes. Lorsque ces constantes s'affaiblissent, les institutions deviennent creuses. Carlyle nous invite donc à dépasser la surface des événements pour examiner les causes profondes. Il suggère que la crise moderne n'est pas seulement économique ou politique, mais morale. Ainsi, considérer le passé comme miroir moral permet d'éviter deux excès, l'idéalisation naïve et le rejet arrogant. Entre ces deux extrêmes se trouve l'étude attentive. Elle exige humilité et discernement. Elle demande de reconnaître que nos ancêtres, malgré leurs limites, ont compris certaines vérités que nous risquons d'oublier. Cette reconnaissance n'implique pas un retour en arrière, mais une intégration. On peut avancer tout en conservant ce qui fonde la stabilité. Le regard de Carlyle est exigeant. Il ne propose pas de solution simple. Il ne promet pas une restauration facile de l'ordre ancien. Il invite à une réforme intérieure. Si le désordre moderne provient d'une perte de sens,
Alors la reconstruction commence par la redécouverte du devoir et de la responsabilité. Le passé sert alors de guide, non comme modèle figé, mais comme source d'inspiration. Il rappelle que la grandeur d'une société ne dépend pas seulement de sa richesse ou de sa technologie, mais de la qualité morale de ses membres. En définitive, utiliser le passé comme miroir moral revient à accepter un examen. C'est se demander si nos priorités actuelles renforcent ou affaiblissent notre cohésion. C'est reconnaître que la vitesse n'est pas synonyme de direction. C'est comprendre que l'histoire, loin d'être un simple récit, est une boussole. Celui qui l'ignore risque de s'égarer. Celui qui l'étudie avec sérieux peut y trouver des repères solides pour affronter les défis contemporains. Leçon 2. La crise du travail moderne. Dans Passé et Présent, Thomas Carlyle observe avec lucidité l'émergence d'un monde nouveau façonné par la révolution industrielle. Les machines se multiplient, les manufactures s'étendent, la production s'accélère. À première vue, tout semble annoncer le progrès. Les villes prospèrent, les échanges augmentent, la richesse circule. Pourtant, derrière cette façade d'efficacité, il perçoit une fracture profonde. Le travail, autrefois porteur de sens, devient un simple mécanisme. Cette transformation constitue l'une des crises centrales de son époque, une crise qui ne touche pas seulement l'économie, mais l'âme même de l'homme. Le travail mécanisé modifie radicalement la relation entre l'individu et son activité. Dans les sociétés anciennes, le travail était intégré à une structure communautaire et morale. L'artisan connaissait son œuvre, voyait le fruit de ses mains, reconnaissait son utilité directe. Son activité participait à un ordre visible. Elle était exigeante, parfois rude, mais elle conservait une dimension personnelle. L'ouvrier moderne, en revanche, se trouve inséré dans un système fragmenté. Il n'accomplit plus une œuvre entière, mais un geste répétitif. Il ne maîtrise plus l'ensemble du processus, il n'en contrôle qu'une infime partie. Cette spécialisation extrême augmente la productivité, mais réduit l'expérience intérieure du travail. Lorsque le travail perd son sens, il cesse d'être une vocation pour devenir une contrainte. Carlyle voit dans cette évolution une dégradation subtile mais dangereuse. Le travail ne devrait pas être uniquement un moyen de subsistance. Il devrait participer à la formation du caractère. Il devrait engager la responsabilité, la discipline, l'honneur. Or, dans un système dominé par la mécanique et la logique du rendement, l'homme est tenté de se considérer lui-même comme une pièce interchangeable. Il devient un rouage parmi d'autres. Sa valeur n'est plus liée à sa dignité intrinsèque, mais à sa capacité de production. Cette transformation entraîne une conséquence plus grave encore. L'homme est progressivement assimilé à un outil. La machine impose son rythme. Le temps est mesuré, divisé, optimisé. L'ouvrier doit s'adapter à la cadence mécanique, non l'inverse. Dans ce contexte, l'individualité s'efface. L'efficacité prime sur l'humanité. La logique industrielle tend à réduire la personne à une fonction. Tant qu'elle produit, elle est utile. Si elle faiblit, elle peut être remplacée. Une telle conception altère la perception de la valeur humaine. L'être cesse d'être premier. Il devient secondaire par rapport au système. La perte de dignité constitue alors un phénomène insidieux. Elle ne se manifeste pas nécessairement par une oppression visible, mais par une érosion du respect intérieur. Lorsque le travail n'est plus qu'un moyen d'obtenir un salaire, il ne nourrit plus l'estime de soi. Il peut même engendrer un sentiment d'absurdité.
L'individu accomplit des tâches dont il ne perçoit ni la finalité ni la portée. Il participe à un ensemble anonyme, souvent éloigné de toute dimension morale. Ce décalage crée un vide. Le travail, au lieu d'élever, use et fatigue. Carlyle insiste implicitement sur un point essentiel. La dignité du travail ne dépend pas seulement de la nature de la tâche, mais de la signification qu'on lui attribue. Dans un ordre social cohérent, chaque fonction est reliée à une finalité supérieure. Le forgeron, le cultivateur, le bâtisseur contribuent à une communauté dont ils comprennent la nécessité. Dans l'économie industrielle, la finalité devient abstraite. Elle se résume souvent au profit. Produire plus, vendre plus, accumuler davantage. Cette orientation unique transforme l'activité humaine en simple variable économique. Le danger d'un monde gouverné uniquement par le profit apparaît alors avec clarté. Le profit, en soi, n'est pas illégitime. Il peut être le signe d'une gestion efficace ou d'une innovation utile. Mais lorsqu'il devient la valeur suprême, il subordonne tout le reste. Les relations humaines se contractualisent. La loyauté cède la place à l'intérêt. L'entreprise ne se conçoit plus comme une communauté de travail, mais comme une machine à générer des gains. Dans cette perspective, la responsabilité morale s'efface derrière la performance financière. Une société orientée exclusivement vers le profit risque de perdre son équilibre. Les décisions se prennent en fonction de calculs immédiats, sans considération pour les conséquences humaines à long terme. La recherche du rendement peut conduire à l'exploitation, à l'indifférence, voire à la déshumanisation. Carlyle ne se contente pas de critiquer un système économique, il dénonce une mentalité. Lorsque la réussite matérielle devient l'unique critère de valeur, l'homme se juge lui-même selon des paramètres extérieurs. Il mesure son importance à son revenu, non à son caractère. Cette logique engendre également une instabilité sociale. Si le travail est perçu uniquement comme un échange marchand, la loyauté s'affaiblit. Les liens se distendent. L'ouvrier peut ressentir un ressentiment face à un système qui ne reconnaît pas son humanité. Le dirigeant, focalisé sur la rentabilité, peut négliger la dimension morale de son autorité. Le rapport entre capital et travail devient conflictuel, car il manque un principe supérieur capable d'unifier les intérêts divergents. Sans fondement moral commun, la société industrielle se fragmente. La mécanisation, en elle-même, n'est pas condamnée. Les machines allègent certaines tâches pénibles, augmentent la capacité de production, améliorent parfois les conditions matérielles. Le problème surgit lorsque la logique mécanique envahit la conception de l'homme. Si l'on applique aux êtres humains les mêmes critères qu'aux machines, on réduit leur complexité à une simple efficacité. Or, l'homme n'est pas un instrument. Il possède une conscience, une responsabilité, une capacité de jugement. Le traiter comme un outil revient à nier sa nature. Carlyle appelle implicitement à une réhabilitation du travail comme acte moral. Travailler ne signifie pas seulement produire, cela signifie participer à la construction d'un ordre. Cela implique un engagement intérieur. Lorsque le travail est accompli avec sérieux, il façonne le caractère. Il développe la persévérance, la rigueur, le sens du devoir. Mais pour que cette dimension soit préservée, il faut que l'activité soit insérée dans un cadre qui reconnaît la dignité humaine. Un système exclusivement orienté vers le gain financier ne suffit pas. La crise du travail moderne révèle donc une tension profonde entre efficacité et signification. L'industrialisation privilégie la première, souvent au détriment de la seconde. Pourtant, sans signification,
l'efficacité devient vide. Une production abondante ne garantit pas une société équilibrée. Elle peut même masquer des fractures morales. La prospérité matérielle ne compense pas l'aliénation intérieure. Carlyle perçoit ce danger avec acuité. Il comprend que le véritable défi n'est pas technique, mais éthique. Dans un monde où le profit gouverne, le succès se mesure en chiffres. Cette quantification permanente influence la manière dont chacun se perçoit. Les performances individuelles sont évaluées, comparées, classées. Cette culture de la mesure peut stimuler l'effort, mais elle peut aussi engendrer une pression constante. L'individu risque de se définir par ses résultats, oubliant sa valeur intrinsèque. La dignité ne devrait pas dépendre d'un indicateur financier. La crise du travail moderne n'est pas seulement celle des ouvriers d'usine. Elle concerne toute activité réduite à une logique purement utilitaire. Lorsque la finalité morale disparaît, même les professions intellectuelles peuvent devenir mécaniques. On exécute des tâches, on répond à des objectifs, mais on ne se demande plus quel est le sens global de l'action. Cette fragmentation affaiblit la cohérence intérieure. Pour Carlyle, la solution ne réside pas dans la destruction de l'industrie, mais dans la réintégration du travail dans une vision morale plus large. Il faut redonner aux travailleurs la conscience de sa contribution réelle. Il faut rappeler aux dirigeants leurs responsabilités humaines. L'économie doit être au service de la société et non l'inverse. Le profit doit rester un moyen, non une fin absolue. Si cette réorientation n'a pas lieu, le risque est double. D'une part, l'individu se sentira de plus en plus étranger à son activité. D'autre part, la société se structurera autour de critères purement matériels. Une telle évolution peut conduire à une prospérité apparente, mais à une fragilité profonde. Car une communauté ne se maintient pas seulement par la richesse, elle se maintient par la confiance, le respect et le sens partagé. Ainsi, la crise du travail moderne dépasse la question économique. Elle touche à la conception même de l'homme. Est-il un simple producteur, évalué selon son rendement, ou un être moral dont l'activité participe à une œuvre collective? La réponse à cette question détermine l'avenir d'une civilisation. Si le travail redevient porteur de sens, il peut redevenir un facteur de stabilité et de grandeur. S'il demeure réduit à une mécanique du profit, il risque de creuser davantage le fossé entre puissance matérielle et pauvreté intérieure. Leçon 3. L'autorité légitime et le besoin de leadership. Dans Passé et Présent, Thomas Carlyle développe une réflexion profonde sur la nature de l'autorité et sur la nécessité du leadership dans toute société organisée. À ses yeux, l'un des grands drames du monde moderne ne réside pas seulement dans les déséquilibres économiques ou les tensions sociales, mais dans la confusion entre pouvoir politique et autorité morale. Il observe une époque où les structures existent encore, où les institutions fonctionnent en apparence, mais où l'esprit qui les animait semble affaibli. Le résultat est une perte de direction collective. Les hommes obéissent parfois à des règles, mais ils ne reconnaissent plus toujours une autorité intérieurement respectée. Cette distinction est essentielle pour comprendre sa pensée. Le pouvoir politique repose sur la capacité d'imposer des décisions. Il s'appuie sur des lois, des procédures, des mécanismes administratifs. Il peut être obtenu par élection, par héritage ou par nomination. Il garantit un certain ordre extérieur. Cependant, ce pouvoir n'est pas nécessairement synonyme de légitimité morale. Une autorité véritable ne dépend pas uniquement de la position occupée, mais de la qualité intérieure
de celui qui l'exerce. Elle repose sur la confiance, sur le respect, sur la reconnaissance d'une supériorité morale ou intellectuelle. Là où le pouvoir contraint, l'autorité inspire. Carlyle insiste sur cette différence parce qu'il constate que les sociétés modernes tendent à privilégier la forme au détriment du fond. On multiplie les institutions, on perfectionne les systèmes administratifs, mais on néglige la formation du caractère. Or, une structure sans intégrité intérieure finit par se fragiliser. Un dirigeant peut détenir un pouvoir légal sans posséder l'autorité morale nécessaire pour guider véritablement. Dans ce cas, l'obéissance devient mécanique, parfois même résignée, mais elle ne suscite ni engagement ni loyauté profonde. Le rôle du chef juste apparaît alors comme central. Un véritable leader ne se définit pas seulement par sa capacité à décider, mais par sa capacité à incarner des principes. Il représente un idéal vivant. Il ne se contente pas d'exiger des efforts, il montre l'exemple. Sa force ne réside pas dans la contrainte, mais dans la cohérence entre ses paroles et ses actes. Lorsque le chef agit avec justice, avec courage et avec responsabilité, il crée un climat de confiance. Les membres de la communauté reconnaissent en lui une référence stable. Pour Carlyle, le leadership ne peut être réduit à une compétence technique. Il ne s'agit pas simplement de gérer des ressources ou d'organiser des procédures. Il s'agit de porter une vision. Une société a besoin de direction non seulement pour fonctionner, mais pour se projeter. Sans orientation claire, les énergies se dispersent. Les individus poursuivent des intérêts divergents, parfois contradictoires. L'absence de guide favorise la confusion. Les décisions se multiplient sans cohérence globale. Le désordre ne provient pas nécessairement d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de centre. Une société sans guide sombre progressivement dans le chaos parce qu'elle perd son principe unificateur. Chaque groupe défend ses intérêts particuliers. Les débats se transforment en affrontements stériles. L'autorité n'est plus reconnue comme légitime, mais contestée en permanence. Cette instabilité fragilise la cohésion. Lorsque personne n'incarne un repère moral, les opinions se succèdent sans hiérarchie claire. La relativisation permanente affaiblit la capacité d'agir collectivement. La liberté elle-même peut devenir désorientée si elle n'est pas accompagnée d'un sens partagé. Carlyle ne défend pas une autorité arbitraire ou tyrannique. Il ne prône pas la domination pour elle-même. Ce qu'il valorise, c'est une autorité fondée sur la responsabilité. Le chef juste comprend qu'il détient un pouvoir au service d'un bien plus grand que lui. Il sait que sa position implique un devoir. Le leadership authentique est indissociable du sacrifice. Il exige une vigilance constante, une capacité à décider en tenant compte des conséquences humaines. Celui qui dirige ne cherche pas sa propre gloire, mais la stabilité et la prospérité morale de la communauté. Le leadership comme service constitue un principe fondamental. Diriger ne signifie pas exploiter, mais protéger et orienter. Le chef assume les charges les plus lourdes. Il prend des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Il agit avec fermeté, mais aussi avec équité. Cette combinaison de force et de justice crée une autorité durable. Les individus acceptent plus facilement les contraintes lorsqu'ils perçoivent qu'elles sont guidées par un souci authentique du bien commun. Dans le monde moderne décrit par Carlyle, l'autorité tend à se diluer. Les structures démocratiques favorisent la participation, mais elles peuvent également engendrer une fragmentation du pouvoir. Lorsque chaque voix revendique une égalité absolue sans reconnaissance des compétences ou des qualités particulières, la hiérarchie naturelle s'efface. Or,
Toute organisation humaine suppose une certaine hiérarchie. Non pas une hiérarchie oppressive, mais une répartition des responsabilités fondée sur la capacité et l'intégrité. Le refus de toute autorité conduit paradoxalement à l'émergence de formes de pouvoir plus instables. Lorsque l'autorité morale disparaît, le vide est souvent comblé par des influences moins visibles, parfois plus manipulatrices. Les foules peuvent être entraînées par des discours émotionnels plutôt que par des principes solides. L'absence de guide véritable ouvre la porte à des leaders opportunistes. Une société qui ne reconnaît plus la valeur de l'autorité légitime risque de confondre popularité et compétence. Carlyle rappelle implicitement que le leadership exige une formation intérieure. On ne devient pas guide par simple ambition. Il faut développer un sens aigu du devoir, une discipline personnelle, une capacité à résister aux tentations du pouvoir. L'autorité morale repose sur la maîtrise de soi. Celui qui ne se gouverne pas lui-même ne peut gouverner les autres avec justice. Cette exigence élève la notion de leadership au-delà de la politique. Elle en fait une question de caractère. La stabilité d'une société dépend donc de la qualité de ses guides. Lorsque les dirigeants incarnent des principes solides, ils offrent un exemple qui structure les comportements. Les valeurs deviennent concrètes, visibles. Les citoyens peuvent s'identifier à des modèles. En revanche, lorsque l'autorité est exercée sans intégrité, elle perd sa crédibilité. La défiance s'installe. Les lois sont respectées par crainte, non par conviction. Cette situation fragilise l'ensemble de l'édifice social. Le leadership ne se limite pas aux sphères gouvernementales. Il s'exerce également dans les entreprises, dans les institutions éducatives, dans les communautés locales. Partout où des individus collaborent, une direction est nécessaire. Cette direction peut être formelle ou informelle, mais elle doit reposer sur la confiance. Le chef juste inspire parce qu'il incarne ce qu'il exige. Il ne demande pas aux autres un effort qu'il refuse lui-même de fournir. L'idée de responsabilité traverse toute cette réflexion. Exercer une autorité signifie accepter les conséquences de ses décisions. Cela implique de reconnaître ses erreurs, de corriger ses choix lorsque cela est nécessaire. L'humilité renforce l'autorité morale, car elle montre que le dirigeant ne se considère pas au-dessus de toute critique. Il demeure attaché à la recherche du bien commun, non à la défense obstinée de son image. Dans une époque marquée par le changement rapide et l'incertitude, le besoin de leadership devient encore plus évident. Les transformations économiques, technologiques et culturelles créent des situations complexes. Sans orientation claire, l'anxiété collective augmente. Un guide légitime peut offrir une stabilité psychologique en articulant une vision cohérente. Il donne un sens aux efforts, relie les actions individuelles à un projet global. Cependant, l'autorité légitime ne peut être imposée artificiellement. Elle se construit dans le temps. Elle exige constance et cohérence. Les discours seuls ne suffisent pas. Les actes confirment ou infirment la crédibilité du dirigeant. Lorsque les décisions contredisent les principes affichés, la confiance s'effrite. Le leadership durable repose sur une harmonie entre parole et action. Ainsi, la réflexion de Carlyle sur l'autorité dépasse la simple organisation politique. Elle touche à la nature même de la cohésion humaine. Une société équilibrée reconnaît la nécessité d'une direction, mais elle exige que cette direction soit fondée sur l'intégrité. Le pouvoir sans morale engendre la peur. La morale sans pouvoir reste inefficace. L'union des deux crée une autorité légitime, capable de guider sans oppresser. En définitive, le besoin de leadership
n'est pas un signe de faiblesse collective, mais une condition de l'ordre. Les individus peuvent être talentueux et intelligents, mais ils ont besoin d'une orientation commune pour harmoniser leurs efforts. Lorsque cette orientation est portée par des chefs justes et responsables, la société gagne en stabilité et en confiance. Lorsque l'autorité se réduit à une simple fonction administrative ou à une ambition personnelle, le désordre s'installe progressivement. La véritable grandeur d'une nation dépend donc moins de ses structures que de la qualité morale de ceux qui la dirigent. Leçon 4. L'argent comme faux dieu moderne. Au cœur des transformations sociales et industrielles du XIXe siècle apparaît une mutation plus profonde encore que les changements techniques, une transformation du centre de gravité morale de la société. Ce centre, autrefois structuré par des notions de devoir, d'honneur, de responsabilité et de transcendance, semble progressivement remplacé par une nouvelle divinité silencieuse mais omniprésente, l'argent. Il ne s'agit pas simplement d'un outil d'échange ou d'un instrument économique, mais d'un principe dominant qui oriente les décisions, façonne les mentalités et redéfinit la notion même de réussite. Lorsque la richesse devient la mesure principale de la valeur, elle cesse d'être un moyen pour devenir une fin. La société gouvernée par le matérialisme adopte un critère unique d'évaluation, la possession. L'homme est estimé selon ce qu'il détient et non selon ce qu'il est. La réussite se mesure en accumulation visible. Les distinctions ne reposent plus prioritairement sur le caractère ou le service rendu à la communauté, mais sur la capacité à produire, à investir et à multiplier les ressources financières. Cette évolution modifie la hiérarchie des valeurs. Ce qui est rentable devient respectable. Ce qui ne génère pas de profit est marginalisé, même si cela possède une importance morale ou culturelle considérable. Le matérialisme n'est pas seulement une recherche de confort. Il devient une vision du monde. Il suppose que les problèmes humains peuvent être résolus par l'augmentation des richesses. La pauvreté serait vaincue par la croissance, le mécontentement par la consommation, l'insatisfaction par l'abondance. Cette conception séduit parce qu'elle offre des solutions mesurables et immédiates. Pourtant, elle néglige la dimension intérieure de l'homme. Elle oublie que les aspirations humaines dépassent la simple satisfaction matérielle. L'illusion que la richesse résout tout constitue l'un des dangers majeurs de cette mentalité. L'argent peut améliorer les conditions de vie, offrir des opportunités, sécuriser l'avenir. Mais il ne peut garantir ni la paix intérieure, ni la cohésion sociale, ni la justice. Une société prospère peut demeurer profondément instable si ses fondations morales sont fragiles. L'abondance matérielle peut même masquer un vide plus profond. Lorsque les individus poursuivent la richesse comme objectif ultime, ils risquent de négliger la formation de leur caractère et la qualité de leurs relations. Cette idolâtrie moderne transforme subtilement les priorités. Les décisions politiques sont orientées vers la croissance économique avant toute autre considération. Les institutions éducatives mettent l'accent sur la réussite financière comme finalité principale. Les choix individuels s'alignent sur des perspectives de gain plutôt que sur des vocations authentiques. La logique du rendement infiltre progressivement toutes les sphères de l'existence. La question dominante devient « Combien cela rapporte-t-il ?» au détriment d'une autre interrogation plus essentielle « Est-ce juste et utile ?» La critique du capitalisme sans morale ne consiste pas à condamner l'échange ou l'initiative privée. Elle vise la réduction de toute valeur à un calcul financier.
Un système économique peut stimuler l'innovation et l'efficacité, mais il devient dangereux lorsqu'il se détache de toute référence éthique. Le profit, lorsqu'il n'est pas encadré par un sens du devoir, peut justifier des pratiques qui affaiblissent la dignité humaine. La recherche exclusive du gain peut encourager l'exploitation, la manipulation ou l'indifférence face aux conséquences sociales. Une économie sans âme se caractérise par son indifférence au sens. Elle fonctionne selon des mécanismes impersonnels. Les décisions sont prises sur la base de chiffres et de statistiques. Les relations humaines sont contractualisées et quantifiées. Le langage même se transforme. On parle de ressources humaines comme on parlerait de matières premières. Cette évolution révèle une transformation profonde de la perception de l'homme. Il devient un facteur de production parmi d'autres. Sa valeur se mesure à son utilité économique. Lorsque l'argent devient un faux Dieu, il exige des sacrifices. Le temps consacré à la famille peut être réduit au profit de la carrière. L'intégrité peut être compromise pour préserver un avantage financier. La solidarité peut être subordonnée à l'intérêt individuel. Cette dynamique crée une tension permanente. L'individu peut accumuler des richesses tout en ressentant une insatisfaction persistante. Car la quête matérielle, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par des valeurs supérieures, ne connaît pas de limite. Elle pousse toujours vers davantage. Le matérialisme façonne également l'imaginaire collectif. Les modèles de réussite sont associés à la fortune visible. Les figures admirées sont celles qui possèdent, investissent et dominent les marchés. Cette admiration influence les aspirations des générations suivantes. Les jeunes peuvent être tentés de considérer la richesse comme le critère unique d'accomplissement. Cette orientation réduit la diversité des ambitions humaines. Les vocations moins lucratives mais socialement essentielles risquent d'être dévalorisées. La stabilité d'une société ne repose pas uniquement sur la croissance économique, mais sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque les relations sont dominées par l'intérêt financier, la confiance peut s'éroder. Si chacun suppose que l'autre agit uniquement par calcul, la coopération devient fragile. Les engagements sont perçus comme provisoires, conditionnés par le gain. Cette fragilité relationnelle affaiblit le tissu social. L'économie peut prospérer à court terme, mais la cohésion se détériore. L'argent, en soi, n'est ni moral ni immoral. Il est un instrument. Tout dépend de la place qu'on lui accorde. Lorsqu'il reste un moyen au service d'objectifs plus élevés, il contribue au développement. Lorsqu'il devient la finalité ultime, il renverse l'ordre des priorités. Le danger ne réside pas dans la richesse elle-même, mais dans son absolutisation. Un faux Dieu est une réalité finie élevée au rang d'absolu. En attribuant à l'argent un pouvoir qu'il ne peut exercer, la société se condamne à la déception. La critique morale du capitalisme sans conscience met en lumière l'importance de la responsabilité. Les entrepreneurs et les dirigeants détiennent un pouvoir considérable. Leur influence dépasse la simple gestion financière. Ils participent à la structuration des conditions de travail, à la distribution des opportunités, à la formation des mentalités. S'ils orientent leurs décisions uniquement vers le profit, ils contribuent à renforcer le matérialisme ambiant. S'ils intègrent une dimension éthique, ils peuvent au contraire humaniser l'économie. Une économie dotée d'une âme reconnaît que la richesse matérielle n'est qu'un aspect du bien commun. Elle valorise la justice, la dignité et la solidarité. Elle comprend que la prospérité durable nécessite un équilibre entre efficacité et responsabilité. Cet équilibre exige une réflexion constante.
il suppose que les acteurs économiques se demandent non seulement comment produire davantage, mais pourquoi et pour qui ils produisent. L'illusion matérialiste promet la sécurité absolue par l'accumulation. Pourtant, aucune somme ne peut éliminer l'incertitude inhérente à la condition humaine. Les crises économiques, les bouleversements sociaux ou les événements imprévus rappellent la fragilité des systèmes purement financiers. Lorsque la société place toute sa confiance dans l'argent, elle devient vulnérable aux fluctuations des marchés. Une vision plus large, intégrant des valeurs morales solides, offre une stabilité plus profonde. La transformation de l'argent en faux dieu révèle également une quête spirituelle détournée. L'homme cherche naturellement un principe stable, une source de sécurité et de reconnaissance. Si les repères traditionnels s'affaiblissent, il peut transférer cette attente vers la richesse. Mais ce transfert ne satisfait pas durablement. La reconnaissance obtenue par la possession est conditionnelle et comparative. Elle dépend du regard des autres et des fluctuations économiques. Elle ne procure pas la paix intérieure. La grandeur d'une civilisation ne se mesure pas uniquement à son produit intérieur brut, mais à la qualité de ses institutions, à la solidité de ses valeurs et à la profondeur de son sens moral. Une société qui subordonne tout à l'argent risque d'appauvrir sa culture, d'affaiblir sa solidarité et de réduire l'homme à un consommateur. La prospérité matérielle peut coexister avec une pauvreté spirituelle. Réintroduire une dimension morale dans l'économie ne signifie pas renoncer à l'efficacité. Cela implique de reconnaître que les décisions financières ont des implications humaines. Cela exige de replacer l'homme au centre, non comme instrument, mais comme finalité. L'argent doit servir la construction d'une société juste et stable, non dicter l'ensemble de ses orientations. Ainsi, la critique de l'argent comme faux dieu moderne ne vise pas la richesse en tant que telle, mais l'élévation de celle-ci au rang de principe suprême. Lorsque l'économie devient une fin en soi, elle perd son âme. Lorsqu'elle est intégrée dans une vision morale plus large, elle retrouve sa fonction véritable: soutenir le développement humain sans prétendre le remplacer. La véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation illimitée, mais dans l'harmonie entre richesse matérielle et profondeur morale. Leçon 5. L'ordre intérieur avant l'ordre social. Toute réforme durable commence par une transformation invisible. Les lois peuvent changer, les institutions peuvent être réorganisées, les structures économiques peuvent être ajustées. Mais si l'homme intérieur demeure désordonné, ces transformations resteront superficielles. L'une des idées les plus puissantes développées par Carlyle est que la stabilité d'une nation dépend d'abord de la qualité morale de ses individus. Une société n'est pas une abstraction indépendante des personnes qui la composent. Elle est le reflet collectif des consciences individuelles. Lorsque celles-ci sont confuses, indisciplinées ou irresponsables, le désordre social devient inévitable. La tentation moderne consiste souvent à chercher des causes extérieures à tous les maux. On accuse le système, les dirigeants, les circonstances historiques, les inégalités économiques. Ces facteurs existent et peuvent influencer les conditions de vie, mais ils ne suffisent pas à expliquer la totalité du déséquilibre social. Il existe une responsabilité personnelle qui ne peut être transférée. Refuser de la reconnaître conduit à une posture de victimisation permanente. Or, une société composée d'individus qui se perçoivent uniquement comme victimes devient fragile. Elle perd la capacité d'initiative et d'élévation. Réformer la société en commençant par soi exige une lucidité exigeante.
Cela suppose d'admettre que le désordre collectif est en partie le résultat d'un désordre intérieur généralisé. Les comportements individuels façonnent la culture commune. Si la paresse, la malhonnêteté ou l'irresponsabilité se répandent, aucune législation ne pourra compenser durablement leurs effets. À l'inverse, si la discipline, l'intégrité et le sens du devoir se renforcent, l'ensemble de la société s'élève. La discipline personnelle constitue le premier pilier de cet ordre intérieur. Elle ne signifie pas rigidité excessive, mais maîtrise de soi. Elle implique la capacité de différer une gratification immédiate pour atteindre un objectif plus élevé. Elle exige un contrôle des impulsions et une orientation volontaire vers le bien. Une personne disciplinée agit selon des principes plutôt que selon ses humeurs. Cette constance crée une stabilité intérieure qui se reflète dans ses actions sociales. La responsabilité personnelle découle naturellement de cette discipline. Être responsable signifie reconnaître que ses choix ont des conséquences. Cela implique d'assumer ses erreurs sans chercher systématiquement des excuses extérieures. Une société forte est composée d'individus capables de dire « j'ai ma part dans cette situation ». Cette attitude transforme la dynamique collective. Au lieu d'attendre passivement une intervention salvatrice, chacun devient acteur de l'amélioration. Le refus du victimisme collectif ne consiste pas à nier l'existence des injustices. Il s'agit plutôt de refuser que ces injustices définissent entièrement l'identité individuelle ou nationale. Lorsqu'un groupe se construit exclusivement autour de la plainte, il entretient un état d'impuissance. La conscience d'une difficulté peut susciter une réaction constructive, mais elle peut aussi nourrir la résignation. La différence réside dans l'attitude intérieure. Celui qui se considère comme responsable cherchera des solutions, même limitées. Celui qui se perçoit uniquement comme victime attendra un changement extérieur. Le caractère devient alors la véritable fondation nationale. Une nation n'est pas grande uniquement par sa richesse ou sa puissance militaire, mais par la solidité morale de ses citoyens. Le courage, la persévérance, l'honnêteté et le sens du devoir constituent des forces invisibles mais décisives. Ces qualités ne se décrètent pas par la loi. Elles se cultivent par l'éducation, par l'exemple et par l'effort personnel. Lorsque ces vertus se diffusent largement, elles créent une culture de confiance et de coopération. L'ordre intérieur influence directement la qualité des institutions. Des individus intègres concevront des structures plus justes. Des dirigeants responsables exerceront leur autorité avec mesure. Des travailleurs disciplinés contribueront à la prospérité commune. À l'inverse, si le désordre intérieur domine, les institutions seront marquées par la corruption, l'inefficacité ou l'instabilité. Les lois reflètent le niveau moral moyen de la population. Elles ne peuvent s'élever durablement au-dessus de celui-ci. Il est tentant de croire qu'un changement social peut être obtenu uniquement par des réformes structurelles. Pourtant, l'histoire montre que les transformations les plus profondes s'accompagnent toujours d'un renouveau moral. Lorsque les consciences se redressent, les structures suivent. La réforme authentique est donc double, intérieure et extérieure. Mais l'ordre logique commence par l'intérieur. Un esprit discipliné perçoit plus clairement les priorités. Une volonté ferme agit avec cohérence. La maîtrise de soi représente une forme de liberté supérieure. Celui qui se gouverne intérieurement n'est pas esclave de ses impulsions ni des pressions extérieures. Il peut résister à la tentation de l'injustice, même lorsque celle-ci semble avantageuse. Cette autonomie morale renforce la stabilité collective.
Une société composée d'individus capables de se réguler nécessite moins de contraintes externes. L'ordre social devient alors l'expression naturelle d'un ordre intérieur partagé. Le caractère se forme dans les choix quotidiens. Il ne résulte pas d'un événement spectaculaire, mais d'une accumulation d'actes cohérents. Chaque décision honnête renforce l'intégrité. Chaque effort persévérant développe la résilience. À l'échelle nationale, ces micro-décisions produisent un effet cumulatif considérable. Une culture du sérieux et de la responsabilité émerge progressivement. Cette culture agit comme un rempart contre la décadence. L'éducation joue un rôle central dans cette construction. Elle ne devrait pas se limiter à transmettre des compétences techniques. Elle devrait également former le jugement moral et encourager la discipline personnelle. Une formation exclusivement orientée vers la réussite matérielle risque de négliger la dimension éthique. Or, sans cette dimension, les compétences peuvent être utilisées de manière destructrice. L'ordre intérieur constitue donc un préalable à toute compétence véritablement bénéfique. Le refus du victimisme implique également une certaine humilité. Reconnaître sa part de responsabilité ne signifie pas se blâmer excessivement, mais accepter que le progrès dépend en partie de soi. Cette attitude renforce la dignité personnelle. Elle transforme la passivité en initiative. Une population qui adopte cette posture développe une énergie constructive. Elle ne se contente pas de dénoncer les dysfonctionnements, elle agit pour les corriger à son niveau. L'ordre social ne peut être imposé durablement par la contrainte seule. Les lois et les sanctions peuvent contenir certains comportements, mais elles ne créent pas la vertu. Seule une transformation intérieure peut produire une adhésion authentique aux principes communs. Lorsque les individus agissent par conviction plutôt que par peur, la cohésion devient plus solide. L'obéissance volontaire, fondée sur le respect des valeurs, est plus stable que l'obéissance contrainte. Le caractère comme fondation nationale signifie que la grandeur d'un pays dépend d'abord de la qualité morale de ses habitants. Les ressources naturelles, la technologie et les infrastructures sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Sans intégrité, ces atouts peuvent être gaspillés ou détournés. Avec intégrité, même des ressources limitées peuvent être utilisées efficacement. La force véritable réside dans la fiabilité et la constance. Chaque individu contribue à cette fondation, qu'il en soit conscient ou non. Les habitudes personnelles influencent l'environnement immédiat, qui à son tour façonne la culture collective. Une personne ponctuelle, honnête et persévérante élève le niveau d'exigence autour d'elle. Inversement, la négligence et l'irresponsabilité se diffusent également. L'ordre intérieur agit donc comme un levier silencieux mais puissant. La réforme sociale authentique exige patience et persévérance. Elle ne se manifeste pas immédiatement par des résultats spectaculaires. Elle commence par une prise de conscience personnelle, puis par des choix répétés en faveur du bien. Progressivement, ces choix modifient les mentalités et les pratiques. La transformation devient visible lorsque le nombre d'individus engagés dans cette démarche atteint un seuil critique. Ainsi, l'idée que l'ordre intérieur précède l'ordre social ne constitue pas une abstraction morale, mais une stratégie réaliste. Elle reconnaît que la société est une projection collective des consciences individuelles. En cultivant la discipline, la responsabilité et le refus de la victimisation, chaque personne participe à la construction d'une nation plus stable. La véritable réforme ne débute pas dans les institutions, mais dans le cœur et l'esprit de ceux qui les composent. Leçon 6. Le devoir comme principe suprême.
Au sommet de toute construction morale solide se trouve une idée simple mais exigeante. Le devoir précède le droit. Cette affirmation renverse une tendance moderne qui place la revendication au centre de l'existence sociale. Lorsque chacun commence par demander ce qui lui est dû, la société devient un champ de revendications concurrentes. Lorsque chacun commence par accomplir ce qu'il doit, l'équilibre s'installe naturellement. Le devoir agit comme une force ordonnatrice. Il structure la conduite individuelle et donne une orientation claire aux actions quotidiennes. Considérer le devoir comme principe suprême signifie reconnaître qu'il existe des obligations indépendantes de nos préférences immédiates. Le devoir ne dépend pas de l'humeur ni de la convenance personnelle. Il impose une discipline intérieure. Il invite l'individu à agir non parce qu'il en retire un avantage immédiat, mais parce que l'action est juste et nécessaire. Cette attitude transforme profondément la manière de concevoir le travail, la responsabilité et la grandeur. Le travail, dans cette perspective, cesse d'être une simple source de revenus. Il devient une mission. Chaque tâche, même la plus modeste, peut être accomplie avec sérieux et conscience. La valeur du travail ne réside pas uniquement dans sa rémunération, mais dans l'engagement qu'il manifeste. Lorsque l'individu considère son activité comme une contribution à un ordre plus large, il dépasse la logique purement utilitaire. Il travaille non seulement pour gagner sa vie, mais pour remplir un rôle. La mission donne du sens à l'effort. Elle relie l'action individuelle à un objectif supérieur. Sans cette dimension, le travail peut devenir mécanique et vide. L'homme risque alors de se percevoir comme un simple rouage. En revanche, lorsqu'il comprend que son engagement participe à une construction collective, il retrouve une dignité intérieure. Le devoir transforme la routine en responsabilité. Il élève les gestes ordinaires au rang d'actes significatifs. Servir avant de réclamer constitue une inversion essentielle des priorités. Cette attitude ne signifie pas renoncer à toute justice ni accepter l'exploitation. Elle implique de reconnaître que la contribution précède la rétribution. Une société où chacun cherche d'abord à apporter quelque chose développe une dynamique positive. Les droits trouvent leur légitimité dans l'accomplissement préalable des obligations. Cette logique crée une cohérence morale. Les revendications ne sont plus des exigences isolées, mais la conséquence d'un engagement réel. L'esprit de service nourrit la confiance. Lorsque les individus s'efforcent d'être utiles, ils renforcent le tissu social. Le service n'est pas une faiblesse, mais une forme de force. Il demande humilité et persévérance. Il suppose de dépasser l'intérêt immédiat pour considérer l'impact de ses actions sur autrui. Cette orientation favorise la coopération et limite les conflits inutiles. Elle crée un climat où la reconnaissance mutuelle devient possible. La grandeur née de l'effort s'oppose à la recherche de succès facile. L'accomplissement authentique exige du temps, de la discipline et de la constance. Le devoir encourage cette persévérance. Il soutient l'individu lorsque l'enthousiasme diminue. Il rappelle que la valeur d'une action ne dépend pas uniquement de sa visibilité ou de son résultat immédiat. La patience devient une vertu centrale. Elle permet de traverser les difficultés sans abandonner. L'éthique du mérite repose sur cette logique. Le mérite ne se réduit pas à un talent naturel. Il s'enracine dans l'effort fourni pour développer ce talent et le mettre au service d'un objectif plus vaste. Une société qui valorise le mérite encourage la responsabilité individuelle. Elle reconnaît les contributions réelles plutôt que les privilèges arbitraires. Cette reconnaissance
stimule l'initiative et renforce la motivation. Lorsque le devoir est négligé, les structures sociales se fragilisent. Les droits sont revendiqués sans engagement correspondant. Les attentes augmentent sans que les contributions suivent. Cette asymétrie crée des tensions. L'équilibre entre donner et recevoir se rompt. En réaffirmant la primauté du devoir, on restaure une symétrie essentielle. Chacun comprend qu'il participe à un échange moral avant même l'échange économique. Le travail comme mission implique également une dimension intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir une tâche, mais de la réaliser avec intégrité. La qualité de l'exécution reflète le respect que l'on porte à son rôle. Une tâche mal accomplie par négligence affaiblit la confiance collective. Une tâche réalisée avec soin, même si elle reste discrète, renforce la solidité de l'ensemble. La conscience professionnelle devient ainsi une expression concrète du devoir. Servir avant de réclamer développe une maturité morale. L'individu apprend à différer la gratification. Il comprend que la reconnaissance durable se construit progressivement. Cette patience protège contre la frustration excessive. Elle offre une stabilité émotionnelle face aux aléas. Celui qui agit d'abord par devoir trouve une satisfaction intérieure indépendante des applaudissements extérieurs. La grandeur née de l'effort se manifeste souvent de manière silencieuse. Elle ne cherche pas nécessairement la visibilité, elle s'inscrit dans la constance. Les grandes réalisations collectives résultent d'une accumulation d'efforts individuels. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, participe à la construction d'un édifice plus vaste. Cette vision encourage la persévérance. Elle rappelle que l'importance d'une action ne se mesure pas uniquement à son éclat immédiat. L'éthique du mérite favorise également la justice sociale authentique. Elle distingue entre l'égalité des droits fondamentaux et la reconnaissance différenciée des efforts. En valorisant le travail sérieux et la responsabilité, elle incite chacun à développer ses capacités. Elle limite la tentation de dépendance passive. Le mérite devient un moteur d'élévation collective. Le devoir agit comme un repère stable dans un monde changeant. Les circonstances peuvent évoluer, les technologies se transformer, les systèmes politiques se modifier. Mais l'exigence d'agir avec conscience demeure. Elle offre une continuité morale. Cette continuité renforce la cohésion. Elle crée un sentiment d'appartenance à une tradition de responsabilité. Lorsque les individus adoptent cette perspective, la société se transforme progressivement. Les institutions deviennent plus fiables. Les engagements sont pris au sérieux. La confiance se consolide. Le travail cesse d'être perçu uniquement comme une contrainte. Il devient une contribution volontaire à un projet commun. Cette transformation ne nécessite pas de réformes spectaculaires. Elle commence par une décision personnelle d'assumer son rôle. Le devoir comme principe suprême n'abolit pas la liberté. Au contraire, il la structure, il donne un cadre à l'action, il empêche la liberté de se dissoudre dans l'arbitraire. En acceptant des obligations, l'individu affirme sa capacité à se gouverner. Cette autonomie disciplinée renforce sa dignité. Elle lui permet d'agir avec cohérence. Servir avant de réclamer établit une dynamique vertueuse. La reconnaissance naît de l'engagement réel. Les droits trouvent un fondement solide. La grandeur collective émerge de l'accumulation d'efforts individuels. L'éthique du mérite stimule l'excellence sans encourager l'arrogance. Elle rappelle que la réussite véritable s'appuie sur la persévérance et la conscience. Ainsi, placer le devoir au sommet de l'ordre moral
revient à restaurer un principe d'équilibre. Le travail devient mission, le service précède la revendication, la grandeur découle de l'effort constant. Cette orientation ne promet pas un succès immédiat, mais elle garantit une solidité durable. Une société qui adopte cette logique développe une force intérieure capable de résister aux crises et aux tentations du relâchement. Leçon 7. Reconstruire un monde stable. Toute époque traversée par des bouleversements profonds ressent le besoin d'un point d'appui. Lorsque les structures anciennes vacillent et que les nouvelles ne sont pas encore solidement établies, un sentiment de chaos s'installe. Ce chaos n'est pas seulement matériel ou politique, il est avant tout moral et intellectuel. Les repères deviennent flous, les certitudes s'effritent. Les discours se multiplient sans direction claire. Reconstruire un monde stable exige alors plus qu'une réforme technique. Cela demande une restauration du sens. Restaurer le sens signifie redonner aux actions humaines une orientation supérieure. Une société ne peut se maintenir durablement si elle ne sait plus pourquoi elle agit. Le progrès matériel, aussi impressionnant soit-il, ne suffit pas à combler ce vide. Les infrastructures, les innovations, la croissance économique créent des possibilités, mais elles ne déterminent pas la finalité. Sans une vision claire du but collectif, ces avancées peuvent même accentuer la confusion. Le sens agit comme un fil conducteur. Il relie les efforts individuels à un projet commun. Le sentiment de désordre naît souvent de la fragmentation. Chacun poursuit ses intérêts, ses ambitions, ses opinions. La diversité n'est pas en soi un problème, mais elle devient source d'instabilité lorsqu'aucun principe supérieur ne l'unit. Restaurer le sens revient à redécouvrir des valeurs partagées, capables d'orienter les différences vers une cohérence. Il ne s'agit pas d'imposer une uniformité rigide, mais de reconnaître un socle commun. Ce socle donne une direction et limite la dispersion. Réconcilier progrès et tradition constitue une étape essentielle de cette reconstruction. Le progrès représente l'élan vers l'amélioration, l'innovation, l'adaptation aux réalités nouvelles. La tradition incarne l'expérience accumulée, la sagesse héritée, la mémoire collective. Lorsque ces deux dimensions s'opposent, la société se divise. Certains idéalisent le passé au point de rejeter toute nouveauté, tandis que d'autres glorifient le changement en méprisant l'héritage. Une stabilité durable exige leur intégration. La tradition offre des repères éprouvés. Elle rappelle les principes qui ont permis la cohésion et la survie. Elle transmet des modèles de comportement et des références morales. Le progrès, quant à lui, permet d'ajuster ces principes aux circonstances changeantes. Il corrige les erreurs, améliore les pratiques, répond aux défis inédits. Réconcilier ces deux forces signifie reconnaître que l'innovation doit s'enraciner dans une continuité et que la continuité doit rester ouverte à l'amélioration. Construire au lieu de critiquer représente une transformation d'attitude décisive. La critique peut être utile lorsqu'elle identifie des failles réelles, mais lorsqu'elle devient une posture permanente, elle affaiblit l'énergie collective. Une société saturée de dénonciation perd la capacité d'agir. Chacun souligne les défauts sans proposer d'alternatives concrètes. L'esprit de construction, au contraire, mobilise les compétences vers des solutions. Il accepte les imperfections comme point de départ et travaille à les corriger progressivement. Passer du chaos à la structure implique un effort volontaire d'organisation. La structure n'est pas synonyme d'oppression. Elle représente l'ordre nécessaire pour coordonner les actions. Dans un environnement structuré,
Les responsabilités sont définies, les objectifs clarifiés, les priorités hiérarchisées. Cette organisation réduit l'incertitude et renforce la confiance. Elle permet à chacun de comprendre sa place et sa contribution. La stabilité ne signifie pas immobilité. Elle désigne un équilibre dynamique. Une société stable peut évoluer sans se désintégrer. Elle possède des principes suffisamment solides pour absorber les changements. Cette solidité repose sur une culture du sens et de la responsabilité. Lorsque les individus comprennent les fondements de l'ordre collectif, ils participent à sa préservation. Restaurer le sens nécessite un effort éducatif et culturel. Les institutions de formation jouent un rôle crucial dans la transmission des valeurs. Elles doivent enseigner non seulement des compétences techniques, mais aussi une compréhension de l'histoire, des principes et des responsabilités. Une population consciente de son héritage et de ses devoirs est mieux préparée à affronter les défis. La mémoire collective agit comme une boussole. La réconciliation entre progrès et tradition suppose également un dialogue respectueux entre générations. Les anciens apportent l'expérience, les jeunes l'énergie et l'innovation. Lorsque ces deux forces coopèrent, la société gagne en profondeur et en vitalité. Lorsque la rupture domine, l'instabilité s'accroît. Le dialogue permet d'intégrer les perspectives et d'éviter les extrêmes. Construire exige du courage. Il est plus facile de détruire ou de critiquer que de créer. La construction demande du temps, de la patience et une vision claire. Elle implique de surmonter les désaccords et de persévérer malgré les obstacles. Cette attitude constructive transforme la frustration en action. Elle canalise les énergies vers des objectifs concrets. Le passage du chaos à la structure commence souvent à petite échelle. Une communauté locale organisée peut devenir un modèle pour un ensemble plus vaste. Les pratiques efficaces se diffusent progressivement. La stabilité se construit par étapes. Chaque initiative cohérente contribue à renforcer l'édifice global. L'ordre collectif émerge de la somme des efforts structurés. La stabilité nécessite également une autorité légitime, capable de coordonner les actions. Cette autorité doit être reconnue comme juste et compétente. Elle ne se limite pas à imposer des règles, mais oriente les énergies vers un objectif commun. Son rôle est de maintenir l'équilibre entre liberté et responsabilité. Lorsque l'autorité agit avec intégrité, elle renforce la confiance et facilite la coopération. Réconcilier progrès et tradition protège contre deux dangers opposés, l'immobilisme et l'agitation permanente. L'immobilisme refuse toute adaptation et finit par devenir obsolète. L'agitation constante détruit les repères sans construire de base solide. L'équilibre entre ces deux tendances permet une évolution maîtrisée. Il garantit que le changement ne se transforme pas en déracinement. La restauration du sens passe également par une redéfinition de la réussite. Une société stable valorise non seulement la performance économique, mais aussi la contribution morale. Elle reconnaît l'importance du service, de l'intégrité et de la cohérence. Cette reconnaissance oriente les aspirations individuelles vers des objectifs compatibles avec l'intérêt collectif. Construire au lieu de critiquer demande un engagement personnel. Chacun peut choisir d'améliorer son environnement immédiat. Cette responsabilité individuelle alimente la transformation collective. Lorsque de nombreux individus adoptent cette posture, une culture constructive émerge. Le pessimisme recule face à l'action. Le passage du chaos à la structure
implique enfin une confiance dans la capacité humaine à s'organiser. Le désordre n'est pas une fatalité. Il résulte souvent d'un manque de coordination et de vision. En clarifiant les objectifs et en renforçant la coopération, il est possible de créer un cadre stable. Cette stabilité ne supprime pas les conflits, mais elle offre des mécanismes pour les résoudre. Reconstruire un monde stable exige donc une démarche globale. Restaurer le sens, réconcilier progrès et tradition, privilégier la construction et instaurer une structure cohérente constituent des étapes complémentaires. La stabilité naît de l'intégration de ces éléments. Elle repose sur des principes clairs et sur une volonté collective de les incarner. Ainsi, la reconstruction ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de la détermination intérieure des individus et des communautés. En orientant leurs efforts vers la cohérence et la responsabilité, ils transforment progressivement le désordre en ordre. La stabilité devient alors non pas une nostalgie du passé, mais une création consciente fondée sur des valeurs solides et une vision partagée. La lecture de ce livre nous conduit à une transformation profonde, passant d'une position de spectateur critique à celle de bâtisseur actif. Trop souvent, nous observons les dérèglements du monde moderne avec jugement ou fatalisme, nous contentant de commenter les erreurs et de dénoncer les injustices. Carlyle nous rappelle que cette posture, si confortable soit-elle, ne produit aucun changement durable. Le véritable progrès ne naît pas de la critique seule, mais de l'action consciente et de la responsabilité assumée. Chaque individu détient une part de pouvoir pour influencer son environnement et contribuer à l'ordre collectif. Passer du rôle passif à un rôle actif signifie prendre la mesure de son influence et l'exercer avec discernement et intégrité. Dans un monde marqué par le désordre moderne, où les structures sociales se fragilisent et où les valeurs fondamentales semblent diluées, il devient crucial de cultiver la responsabilité individuelle. Carlyle met en lumière le lien indissociable entre l'ordre intérieur et l'ordre social. La société ne peut être stabilisée uniquement par des lois, des institutions ou des leaders. Elle se fonde sur la capacité de chaque personne à incarner des principes éthiques et à agir selon son devoir. La discipline personnelle, le sens du devoir et la maîtrise de soi apparaissent comme des piliers essentiels pour construire un cadre social harmonieux. L'individu responsable devient ainsi un catalyseur de stabilité, capable d'inspirer et de guider ceux qui l'entourent par l'exemple. Le message intemporel de Carlyle dépasse le contexte de l'Angleterre industrielle. Il s'adresse à toute époque où le chaos, la perte de repères et le matérialisme menacent l'équilibre collectif. L'histoire, loin d'être un simple récit d'événements passés, devient un guide moral. Elle offre des leçons sur ce qui constitue une société saine et durable, sur l'importance des valeurs, du travail et de l'engagement personnel. En observant les succès et les échecs du passé, chacun peut ajuster ses actions dans le présent et anticiper l'avenir avec plus de lucidité et de responsabilité. En conclusion, ce texte nous invite à un changement de perspective radical. Cesser de se contenter de critiquer et de se laisser emporter par le désordre et choisir plutôt de participer activement à la reconstruction de notre environnement. La grandeur ne réside pas dans l'accumulation de connaissances ou dans la dénonciation des failles d'autrui, mais dans l'action éclairée, l'intégrité et le respect du devoir. Le spectateur passif devient acteur conscient, et le désordre moderne, transformé par l'effort individuel et collectif, se mue en une société plus stable et cohérente.
ce message universel reste pertinent aujourd'hui, rappelant que la responsabilité personnelle est la clé de toute réforme durable et de toute véritable civilisation. En embrassant ces principes, chacun peut contribuer à créer un monde où l'ordre, la justice et la morale ne sont pas des idéaux abstraits, mais des réalités vécues, incarnées par des individus décidés à bâtir, à guider et à transformer leur environnement pour le bien commun.